Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis Claude Escorail et j'interviens sur de nombreuses situations de harcèlement, soit à l'initiative de personnes qui viennent me consulter car elles se trouvent sous l'emprise d'une personne. Ça peut être le conjoint, ça peut être un responsable hiérarchique, ça peut être un collaborateur, ça peut être un collègue, ça peut être un client. Enfin, il y a tout plein de cas de figure. Et puis, nous sommes de plus en plus sollicités aussi pour intervenir dans des situations où il y a une suspicion de harcèlement qui est en cours. Et dans ce cas, c'est plutôt une entreprise qui nous sollicite. Et les situations qui sont les plus courantes, c'est une configuration où un manager est nommément accusé de maltraitance, une plainte collective a eu lieu, mais les preuves ne sont pas clairement établies pour que des solutions soient décidées. Alors dans ce cas, on est amené à intervenir avec en particulier la personne qui est désignée harceleur et en général, elle va se dire injustement accusée de harcèlement. Et ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est que ce qui m'a le plus étonnée lors de mes premières interventions, c'est comment chacune des parties que je pouvais rencontrer se disait victime de l'autre et comment chacune de son point de vue, finalement, avait des raisons d'avoir raison. Et c'était particulièrement troublant au début dans mes interventions. Mais avant de regarder un peu plus clairement ou concrètement comment nous intervenons, revenons sur le concept de harcèlement. Grégoire, tu peux changer de slide. Depuis quand le harcèlement est-il présent? Depuis quand en parle-t-on? Donc en fait, depuis une vingtaine d'années, c'est le livre de Marie-France Irigoyen qui est sorti en 1998 sur le harcèlement moral, qui a eu un énorme écho. Elle a posé ce mot, harcèlement moral, et ça a fait sens sur la violence ressentie au quotidien pour un bon nombre de gens. Et évidemment, la législation s'est emparée du sujet puisque de nombreux harceleurs ont commencé à être désignés en tant que tels, à être perçus en tant que tels. Et la législation, évidemment, dans une démarche de régulation, avec une première loi en 2002 a évoqué et a défini le harcèlement et les sanctions qui pouvaient en être évidemment données. Et puis cette loi a été revisitée en 2012 voilà, et ça bouge toujours et la question du harcèlement est toujours présente. Et aussi, ce qu'il faut signifier, c'est que parallèlement à la loi, on a assisté aussi à un glissement de qualification. On est passé d'une personne désignée comme harceleur à une personne qui était désignée comme pervers narcissique. Donc en fait, d'une certaine façon, on est passé d'un comportement répréhensible de quelqu'un à une personne finalement qui présente en elle-même une qualité dangereuse. Donc du coup, en quelque sorte, on est passé d'un acte délinquant pouvant être commis par une personne saine, finalement à un acte fou, c'est-à-dire un acte délinquant commis par une personne évaluée comme non saine. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions. Et si, Grégoire, tu peux changer de slide, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'un harceleur, qu'il soit ou non pervers narcissique, est synonyme d'un danger particulièrement intense et menaçant. Et donc, en situation de travail, normalement, on doit coopérer et négocier des choses du travail avec les uns et les autres. Et tout d'un coup, dans ces situations de travail, cet autre peut devenir un adversaire. Alors, un adversaire, c'est-à-dire non plus quelqu'un avec lequel il est possible, par exemple, de polémiquer, avec lequel il est possible de ne pas être d'accord, avec lequel on peut s'accorder par un débat qui pourrait donner lieu à une négociation,
on n'est plus non plus avec une personne avec laquelle on pourrait être un partenaire de jeu, parce qu'évidemment, il y a parfois des questions de rivalité. Mais si on est dans le domaine du jeu, comme c'est dans le cas dans la compétition sportive, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'on peut reconnaître à un moment donné que l'autre est plus fort, qu'à un moment donné, on est plus fort, etc. Mais on est toujours dans du jeu et ça va ce qui va circonscrire nos interactions. Mais quand on est dans le cas du harcèlement, en fait, l'autre, finalement, va devenir un ennemi. Hein, et c'est quelqu'un, du coup, qu'il va falloir combattre. Et le combat va se faire soit de manière offensive, soit de manière défensive. Mais dans tous les cas, c'est du combat. Et dans ce cas, la situation de travail avec cet autre va devenir le cadre, va devenir le théâtre d'un cadre de guerre. Et dans ce cadre-là, quand on en est à ce stade-là, la logique du plus fort va prédominer. La force, d'ailleurs, qui va être présente, va se caractériser par les ressources dont chacune va disposer. Ça peut être le statut, ça peut être évidemment un pouvoir de décision, mais tout aussi bien, ça peut être aussi un statut de victime qui peut aussi donner de la force, paradoxalement. Et à un moment donné, on peut faire le constat qu'on a nos propres ressources qui sont finalement insuffisantes. Et en général, on va prendre appui sur des alliés. Alors les alliés, si par exemple je suis une maltraitance de la part de mon manager, ça va être évidemment d'aller solliciter le rang au-dessus. Ça peut être évidemment d'aller solliciter les ressources humaines, d'aller voir les élus, de faire état de mon mal-être auprès de la médecine du travail en particulier, de médecins traitants qui pourraient prendre le relais, et puis évidemment de la justice. Alors, dans les faits, ce qu'on peut dire, c'est que le traitement des situations de harcèlement sont évidemment extrêmement éreintantes, puisque je parle d'un cadre de guerre, et quand il y a la guerre, évidemment, il y a toujours des blessures et des effets sur les victimes de ces situations, et donc surgissent des symptômes d'anxiété, d'attaques de panique, de manque de sommeil, de perte d'appétit, de somatisations diverses, et j'en passe parce que la liste et ce que nous pouvons entendre est assez conséquente. Et évidemment, ces symptômes vont être constatés par des médecins traitants, des médecins du travail, et ça va donner lieu à des arrêts de travail qui deviennent eux-mêmes des symptômes d'une situation de travail qui ne va plus. Et puis, ça va donner lieu à des traitements médicamenteux ou parfois non médicamenteux. Donc, on va envoyer les personnes chez le psy pour savoir ce qui ne va pas. Et puis, évidemment, quand ça perdure, la voie judiciaire va être évidemment souvent empruntée. Et quand c'est le cas, la justice va valider le statut de victime de la personne. Elle a les preuves, puisque la médecine est là pour en donner. Parfois, certaines consultations de souffrance au travail participent aussi à en donner. Et donc, elle a des preuves pour reconnaître le statut de victime d'une personne. Mais ce que la justice reconnaît rarement, c'est la culpabilité du harceleur. Et donc, on peut dire que la victime va être reconnue, mais elle acquiert une reconnaissance partielle de sa situation. Et souvent, la victoire est amère et évidemment, la souffrance va persister avec tous les effets collatéraux possibles pour la suite, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et donc, on peut dire que sur la façon qu'on a de traiter le harcèlement, finalement, d'en constituer les causes, d'en définir ce que cela est, de qui peut en avoir l'attribut, ne met pas un terme au harcèlement. Hein. Et le traitement qui est fait du harcèlement, finalement, isole le problème qu'il constitue, finalement dans une perspective causale qui va établir toujours d'un côté évidemment une victime et puis de l'autre un bourreau, et le bourreau ça va être aussi bien l'entreprise, la direction, le manager, le collègue, etc.
En conclusion, on peut dire sur ce traitement habituel, c'est que finalement, tel que l'on pose le problème du harcèlement, tel qu'on on l'envisage finalement, on le conçoit, on constate depuis 20 ans une prolifération de toujours deux voies concomitantes, la pathologisation d'un côté et la judiciarisation de l'autre, avec toujours le même constat, la persistance des plaintes pour harcèlement, évidemment, et la souffrance qui va être associée au debout de la relation, car elle est aussi bien clamée par le harceleur que par le harcelé. Alors nous, par rapport à cette manière d'envisager le harcèlement, on a une approche complètement différente puisqu'on va aborder les situations de harcèlement de manière globale, hein, avec pour objectif de viser une régulation de la situation pour les personnes évidemment qui le souhaitent. Et donc, en fait, globalement, qu'est-ce qu'on va se poser, nous, comme intervenants, comme question dans notre approche, c'est comment le harcèlement, finalement, se maintient et s'aggrave, et non pas pourquoi et ce qui est en cause, dans une logique d'établir une vérité. Donc, pour nous, c'est la relation entre un individu et son milieu qui peut produire une situation de harcèlement. Et quand c'est le cas, chacun finalement devient victime de la relation et l'un va se trouver bloqué dans une position haute, dominante, et l'autre dans une position basse de harcelé, donc soumis. Et chacun va se retrouver dans cette relation complètement polarisée et bloquée. Donc, aucun des deux ne pourra se démettre de sa position, haute ou basse. Hein, il se trouve d'une certaine manière polarisé dans cette posture complémentaire et cette dynamique interactionnelle qui les lie, c'est elle qui va mal et chacun des deux ont subi les conséquences. Alors Julia, dont je me réjouis de la présence, qui est une grande spécialiste du sujet, va vous donner un exemple à cet effet. Alors, toujours dans ces généralités, dans notre approche, nous observons les situations dans leur dimension interactionnelle. C'est finalement dans cette relation, dans cette interaction, qu'est-ce qui se joue au moment où nous intervenons, hein. Qui fait quoi à qui, avec quel effet, qui est mobilisé dans la situation. Il y a des situations où de plus en plus de personnes sont mobilisées, et pour autant on n'arrive pas à établir ni une vérité ni une régulation. Et qui se plaint de qui, de quoi, et qu'est-ce qu'on tente de faire pour que les choses s'apaisent, et avec quelle efficacité. Et on va s'intéresser évidemment à ce qui est tenté de faire et qui n'est pas efficace. C'est là-dessus qu'on va mener une action. Donc, en gros, pour nous, ce qui va être important, c'est quelle est la perception des acteurs qui vont être impliqués par la situation, et pas forcément les perceptions du harceleur et du harcelé. Ça peut être tous les autres acteurs qui sont mobilisés dans la situation. Et puis, évidemment, quelles sont leurs réactions, c'est-à-dire comment réagissent-elles à partir de leur perception. Est-ce que, et on va voir apparaître, une logique d'évitement peut dominer les interactions. Donc, je vais faire en sorte d'éviter le plus possible la personne qui me paraît menaçante, par exemple. Ou alors, on peut voir aussi des logiques de confrontation. Je vais tenter d'agir sur elle avec insistance pour qu'elle modifie son comportement. Et puis, évidemment, tout ça, si ces conduites-là sont inefficaces, ça va participer à construire une croyance. Et donc, la croyance est telle qu'on peut faire face, ou la croyance, c'est que finalement, on est en situation d'impuissance. Et comme on est en situation d'impuissance, on est de plus en plus résigné dans la situation, et la façon de faire face à cette menace, à ce danger, ça va être évidemment de donner du sens et de qualifier l'autre, par exemple, d'être un pervers narcissique.
Donc, en fait, dans notre approche, nous nous écartons en quelque sorte d'une logique linéaire qui consisterait à établir une vérité et à faire une enquête sur pourquoi on en est là, à quoi est-ce dû. Et on va aborder du coup le processus interactionnel qu'on observe dans la relation qui définit cette relation, vous voyez, dans cette rigidité-là. Et on va voir et on va aborder l'interaction dans sa logique circulaire. Alors la logique circulaire, ça veut dire quoi? C'est que grosso modo, plus l'un agit d'une certaine façon, plus ça provoque une action chez l'autre, et plus l'un se conduit à sa façon, et plus, on va dire, chacun se retrouve coincé dans, en position haute ou en position de soumission. Alors, une autre caractéristique de notre démarche d'intervention, c'est que nous défendons une vision non normative des conduites humaines. On ne pense pas a priori qu'un être humain est mauvais en soi, donc évidemment, nous n'allons pas aller vers la voie de l'étiquette, et même si on peut comprendre qu'on puisse qualifier une personne, par exemple, de perverse, et on ne va pas non plus qualifier l'organisation du travail comme pathologique en soi, et que tout ce qui est construit est en soi la cause de la situation. En fait, on pense que le dysfonctionnement est plutôt le résultat d'un équilibre coûteux, cette fameuse stabilisation interactionnelle, qui va correspondre à la façon dont cette relation se stabilise et qui crée la pathologie de la relation et la situation problématique dont finalement chacun, d'une certaine façon, finit par subir. En fait, notre démarche, elle est stratégique quand on intervient. C'est-à-dire que nos interventions visent d'une certaine façon, à réactiver l'action qui va permettre, vous voyez, une souplesse, donc à réactiver une autre façon de se mettre en relation de la part des interlocuteurs qui veulent bien travailler et qui sont suffisamment prêts à se mobiliser pour travailler avec nous. Et le tout, c'est de retrouver une logique de croissance et non plus ce statu quo douloureux qui fait du harcèlement une fin en soi finalement qui devient bien toxique. Et donc, nos interventions ont pour cible de stopper, vous voyez, ces tentatives. Alors, par exemple, pour la personne qui est là, qui va chercher à se sortir de l'emprise et à chaque fois qui se retrouve d'une certaine façon dans les pattes d'un chat. Et si je prends l'exemple, par exemple, de la souris qui se retrouve dans les pattes d'un chat, si la souris, par exemple, arrêtait de se débattre, il est vraisemblable que le chat arrêterait de l'embêter, parce que ce qui intéresse le chat, ce n'est pas de manger la souris, c'est de s'amuser de sa façon de se débattre. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres, puisque toutes les situations de harcèlement ne correspondent pas forcément à ce type de jeu. Et donc, on va s'intéresser à toutes ces conduites qui s'avèrent inefficaces et qui, évidemment, quand elles sont inefficaces, vont construire des certitudes et donc des croyances qui vont participer à aggraver le problème et à faire qu'à un moment donné, on va capituler, et en général, on capitule en donnant du sens, parce que c'est une manière aussi de pouvoir gérer son impuissance. Or, Gustave Le Bon, qui a bien étudié à sa façon ce genre de situation, rappelle à un moment donné que la bête la plus féroce peut finir par obéir à son dompteur alors qu'elle pourrait le dévorer. C'est un peu ce que le mythe de David et Goliath nous raconte aussi, puisque évidemment le rapport de force entre David et Goliath n'était pas à l'avantage de David quand il a été mis au défi par Goliath de venir se battre avec lui.
Donc là, pour un exemple plus concret, Julia va nous donner un cas et revenir un peu plus spécifiquement sur cette interaction qui caractérise les situations de harcèlement. Et puis, si vous voulez plus d'éléments, nous avons écrit un livre avec mes associés de l'Acte, Olivier Brosseau, je sais que tu es là et je te salue. Et puis, d'ailleurs, je pense que tu vas venir dans la conversation à la suite de la présentation de Julia. Et puis, évidemment, Grégoire Vitry. Notre livre s'appelle « Quand le travail fait mal » et tout un chapitre est consacré au harcèlement du travail. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver notre façon plus détaillée d'intervenir. Donc, je laisse maintenant la parole à Grégoire. Je vous remercie pour votre attention et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de questions qui viendront au moment de la discussion après la présentation de Julia Rinaldi. Merci beaucoup.